Ok, voilà, l'enregistrement est démarré. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Ibrahim Adiaou. Je suis le coordonnateur de Microsoft User Group Sénégal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de- d'accueillir M. Dr Aboubakar Diaby, qui nous fera le plaisir de nous faire un webinaire sur le développement et le bien-être du moins. Donc, euh, Donc, sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour que je puisse commencer à nous faire les présentations. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, merci. Est-ce que vous m'entendez? Vous Oui, oui, m'entendez? oui, on t'entend. Oui, oui. Oui, Je ça Ah, vous va. entends d'accord. très bien. Oui. Ah, OK. ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui est extrêmement important, euh, c'est le développement et le bien-être. Euh, dans, dans un monde où les défis et les pressions sont extrêmement nombreux, je crois qu'il est important de cultiver une vie équilibrée et satisfaisante. Donc, dans cette présentation, nous allons essayer de découvrir les clés du développement personnel et les pratiques qui peuvent nous aider à cultiver un bien-être durable. Bon, voici l'agenda que nous voulons suivre aujourd'hui. D'abord, nous allons faire une petite présentation et après cela, nous allons essayer de définir les termes que nous avons ici, le bien-être et le développement. Et ensuite, nous allons regarder le développement personnel et le bien-être physique, le développement personnel et le bien-être mental et le développement professionnel. Donc, pour l'introduction, bon, mon nom c'est Aboubakar Diaby. Je suis originaire du Sénégal, au sud du Sénégal, dans la région de Sédhiou. C'était le département de Sédhiou en ce moment. Donc, c'est là où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et l'étude primaire à Medina Wandefa, l'école élémentaire de Medina Wandefa. Puis j'ai fréquenté le CS Ibidjalo de Sédhiou. Maintenant, je crois que c'est un lycée. Et je suis parti à Matam. C'est là où j'ai fait mon BFM au CM de Matam. Je crois que maintenant, ça aussi, c'est un lycée. Et ensuite, je suis parti au lycée Faidherbe et pour faire la seconde et terminer au lycée Ngalandou Diouf de Dakar. Comme tous les jeunes Sénégalais en ce moment, on nous a orientés à l'Université de Dakar, à la faculté des sciences économiques et de gestion, là où j'ai séjourné jusqu'au DEA du PTCI. J'ai commencé le DEA du PTCI que je n'ai pas terminé. Je suis venu ici aux États-Unis en 2001. Et c'est ici que j'ai continué mes études. J'ai viré, j'ai fait l'informatique. Euh, j'ai fait un master en informatique, puis un doctorat en business administration. Euh, donc, pour ma carrière professionnelle, j'ai essentiellement travaillé dans le domaine d'informatique. Euh, je l'ai commencé dans les années 2005-6, comme ça, à développer comme développeur et essentiellement développer pratiquement euh, la plupart des frameworks de .NET. Moi, je me suis spécialisé en .NET. Even though j'ai appris le Java à l'école, mais mes premiers boulots, je l'ai eu dans le domaine de .NET. Donc, c'est là où j'ai développé mes skills, mes compétences. Je travaillais dedans, donc j'ai commencé comme consultant. J'ai fait beaucoup d'entreprises ici, peut-être 6 à 7 ans euh, de, de consultance.
Et puis maintenant, bon, j'ai commencé à travailler pour me stabiliser. J'ai travaillé pour Wells Fargo. Wells Fargo, c'est l'une des banques des États-Unis. C'est la troisième banque des États-Unis avec pratiquement 300 000 employés partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis et l'Inde. Mais on trouve Wells Fargo pratiquement dans la plupart des pays. En Afrique, je crois qu'on trouve Wells Fargo en Afrique du Sud. Et je ne sais pas, pour les autres pays, certainement, il y a des filiales ou bien des banques qui sont en collaboration, ceci, cela peut-être. Mais pratiquement, c'est l'asset, l'actif de la banque, c'est pratiquement 3 milliards, non, 1000 milliards de dollars. Donc, une très grande banque avec beaucoup d'assets. Voilà, donc, en grosso modo, c'est ça qui je suis et où je travaille. Donc, si vous avez des questions sur ma carrière professionnelle ou d'autres questions, nous allons avoir le temps de discuter sur ça dans la dernière phase. Donc, pour revenir au sujet, le développement individuel et le bien-être, vous savez, c'est deux termes étroitement liés, car l'épanouissement personnel contribue de manière significative au bien-être global d'une personne. Donc, comme je l'ai dit, nous allons définir, parce qu'il faut qu'on définisse les termes, parce que le développement et le bien-être peuvent être vus au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau du pays. Mais ce que nous allons nous focaliser ici, c'est le développement individuel et son impact sur le bien-être individuel. Donc, c'est, comme je l'ai dit, ces deux éléments qui sont étroitement liés. Le développement personnel peut être défini comme un processus par lequel les individus peuvent améliorer leurs compétences, leurs connaissances, leurs perspectives, leur qualité de vie. Alors que le bien-être, c'est l'état général de satisfaction et de la santé morale, mentale, physique et émotionnelle d'une personne. Je m'excuse, je suis à la maison, donc les enfants sont là. Donc, c'est deux, comme on l'a dit, c'est deux concepts différents, mais étroitement liés. Et voici quelques façons dont le développement individuel contribue au bien-être. Donc, comme je l'ai dit dans l'agenda, le développement personnel a un impact sur le développement personnel et le bien-être physique. Donc, par quelle manière? Par l'éducation continue. L'éducation continue permet d'apprendre les nouvelles compétences, poursuivre les études, la formation enrichissante, etc. Développement professionnel. Nous allons revenir sur le développement professionnel parce que dans cette rubrique, nous allons regarder le général, mais on revient sur le développement professionnel et comment ça peut impacter pour un informaticien. Donc, le développement professionnel, il faut se fixer des objectifs dans sa carrière et chercher de progresser dans la vie professionnelle. La croissance personnelle, le développement social, l'activité physique, sommeil. Donc, vous avez vu, tous ces différents éléments sont extrêmement importants pour le développement personnel et le bien-être, spécialement pour un individu qui travaille dans le domaine informatique. Il est important d'avoir une éducation continue parce que, bon, comme vous tous vous le savez, dans le .NET, pratiquement
on a un nouveau framework tous les 2 ans ou moins de 2 ans. Le Visual Studio même change tout le temps. Donc, on est en processus continu d'apprendre, d'éducation continue. Pour être, comme on dit en anglais, if you want to be appealed, you need to be having, you need to learn, continuous learning. So, l'éducation continue est extrêmement important. Ça te permet d'avoir un développement professionnel plus facile et une croissance personnelle extrêmement importante aussi dans le travail. Si on veut aller de l'avant dans le travail, donc on doit continuer à apprendre. Et une des choses aussi, ça te donne, c'est la confiance personnelle. Et quand vous apprenez les nouvelles technologies, vous savez faire les choses, il est évident que votre confiance personnelle va améliorer et c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est la gestion des stress dans le développement personnel. C'est pour cela que j'ai introduit un peu l'activité physique. L'activité physique est extrêmement importante. Je prends l'exemple de moi-même. Ça me permet vraiment gérer le stress. Dans le domaine informatique, on sera toujours confronté à ce problème de stress. Et la première des choses pour maîtriser le stress, c'est de faire les activités physiques. L'activité physique est extrêmement importante. Et aussi avoir un sommeil de qualité. Il faut bien dormir et se reposer suffisamment pour bien travailler. Donc, voici un certain nombre de points qui sont importants pour le développement personnel et physique. Maintenant, bon, on sait que si le développement, on a besoin le développement, un bon développement a des impacts sur le bien-être mental. Et le bien-être mental, donc, comme je l'ai dit, fait référence à l'état de santé mentale d'une personne. Je l'ai commencé avec dans le cadre du bien-être physique, mais c'est extrêmement important. Ça englobe à la fois le bien-être émotionnel, psychologique, social. Il s'agit simplement de l'absence des troubles mentaux, mais plutôt qu'un état de bien-être dans lequel une personne peut réaliser son plein potentiel, faire face aux défis de la vie, travailler de manière productive et contribuer à la communauté. Donc, le bien-être mental est extrêmement important dans ce processus. Nous avons la santé émotionnelle, nous avons l'équilibre. Et pour un développeur, c'est l'estime en soi, l'estime de soi. C'est extrêmement important. Je reviens toujours sur ce mot, l'estime en soi. L'estime de soi, c'est extrêmement important parce que, bon, spécialement quand tu travailles dans des sociétés qui ne sont pas nécessairement des mêmes cultures. En Afrique, comme au Sénégal, par exemple, nous avons tendance à ne pas se faire montrer. Par exemple, ce qu'on connaît, c'est on a tendance à penser que c'est de l'arrogance. Donc, si tu te montres, tu es de l'arrogant. Alors que dans la société américaine, les gens se montrent. Ils ne se cachent pas ce qu'ils connaissent. Ils le disent et nous tous, on a eu ce problème ici. Arrivé aux États-Unis, notre culture, il y a un problème de culture. Ce que nous avons tendance dans nos pays à ne pas le faire. Ici, c'est, c'est le everyday stuff. Donc, si cette partie, j'ai parlé du développement en termes généraux. Maintenant, je vais essayer de parler du développement en termes professionnels. C'est-à-dire, j'ai pris un élément du développement général et ce qui nous intéresse en tant que développeur. Parler de cela, c'est surtout le développement professionnel. Comment améliorer
son développement personnel, professionnel. Donc, au-delà du général, de la santé physique et morale, il y a aussi des éléments qu'on doit suivre si on veut progresser dans son travail. On a parlé de la formation continue qui est extrêmement importante. Poursuivre des études, par exemple, à l'université, ou bien aller apprendre des choses en ligne, comme à Udemy, Pluralsight ou Coursera, ça permet d'améliorer votre connaissance intellectuelle parce que bon, ça te permet de mettre à niveau les connaissances. Comme je l'ai dit au début ici, le domaine informatique, les choses changent. Ce que vous avez appris il y a 3 ans, pratiquement peut-être, c'est dépassé. Donc, tu es obligé d'apprendre tout le temps. La deuxième chose aussi qui est extrêmement importante pour évoluer dans le cadre des études, dans le cadre professionnel, c'est les certifications. Sont extrêmement importants parce que ça te permet d'apprendre les nouvelles choses, mais aussi d'étudier les choses. Donc, les certifications sont extrêmement importantes. Comme je le disais, si vous voulez évoluer dans votre cadre professionnel. Ça permet non seulement d'apprendre les nouvelles choses que l'industrie demande, mais aussi ça te donne les dernières évolutions dans le domaine, que ce soit C#, Java, etc., etc. Il y a aussi dans le cadre du the cloud, vous avez le AWS, Microsoft Azure, Cisco, CompTIA, or Google Cloud. So any of these certifications are very important, très important, I'm sorry, pour améliorer la connaissance individuelle, mais aussi faire enrichir sa carrière professionnelle. Le développement des compétences techniques, encore une fois, bon, ça revient un peu à la connaissance continue. Se concentrer sur le perfectionnement des compétences techniques pertinentes. C'est extrêmement important. Quand vous faites le C#, par exemple, il faut se perfectionner, par exemple, dans le développement en général. Mais aussi spécialement, par exemple, les tools, les instruments qu'on utilise dans le domaine du développement, comme le Visual Studio ou SQL Management, SQL Studio Management, etc., etc. So, c'est des choses aussi qu'il faut se concentrer pour améliorer ses compétences. La deuxième, l'une des choses aussi, c'est le développement des compétences douces. C'est des compétences non techniques, mais extrêmement importantes. Sur le travail d'équipe, par exemple, la résolution des problèmes, problem solving skills. So very, very important. Le travail d'équipe, teamwork, extremely important. C'est d'ailleurs dans toutes les places que vous allez travailler, c'est des genres de choses qu'on va vous demander si vous avez ces skills-là. Il y a la communication extrêmement importante et les pensées critiques et le leadership. Le leadership, c'est extrêmement important. Quand on voulait évoluer dans n'importe quel domaine, il faut vraiment un bon leadership. Essayer de développer ses caractères dans ce domaine est extrêmement important. Donc, il y a aussi, si on veut améliorer ses connaissances, par exemple, participer au projet de open source. C'est aussi valuable, is extremely valuable. Ça te permet non seulement de développer tes compétences dans un domaine précis, mais aussi de connaître, par exemple, si vous participez à un projet, de connaître ce projet très bien et pourquoi pas devenir un expert dans ce domaine. Donc, c'est ça qui est en plus pour des projets open source. Et puis, vous allez apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques extrêmement importantes pour le développement de ta carrière. Le mentorat.
c'est aussi, il faut chercher un mentor, surtout quand on est au début de son processus de développement. Avoir un mentor, que ce soit physique ou online, c'est extrêmement bénéfique pour la progression dans la carrière. Si vous êtes un senior, c'est bon aussi de regarder les autres et puis leur devenir des mentors. Ça permet, ça permet aux autres aussi d'avoir des compétences et aussi c'est du community service, et ce qu'on appelle le community service, c'est un service rendu à la communauté, quoi. Voilà. Donc, voici en grosso modo ce que je voulais développer. Donc, si je pouvais résumer, c'est que j'ai regardé le développement et le bien-être en termes individuels, plutôt générique. C'est ce que j'ai essayé de développer dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, j'ai essayé de prendre un élément aussi qui nous intéresse, qui est le développement professionnel, et montrer un certain nombre de points saillants pour que, aux uns et aux autres, je sais que déjà les gens sont imprégnés, mais peuvent regarder et puis essayer de poursuivre. J'ai décidé de faire, de faire une short communication pour donner une plus grande place à la question, à des questions. Donc, on peut débattre. Je suis prêt à répondre aux questions. Si je ne peux pas répondre, je vais essayer de rechercher et après vous envoyer les réponses dans un domaine que vous allez demander, quoi. Donc, voilà, monsieur le modérateur, c'est ça, c'est ce que j'ai voulu présenter et je suis à la disposition pour répondre les questions. Ok, ok. Merci beaucoup, Monsieur Diaby. Donc, c'est vraiment, c'est très intéressant pour la présentation que vous venez juste de nous faire. Oui. Euh, j'ai appris beaucoup de choses dessus parce que ça m'a permis de mieux appréhender le sujet. On a fait la proposition, mais vu cet angle, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus explicite. Donc, donc, ce que je vais faire, c'est de laisser les autres. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Après, on va essayer on va laisser la parole à M. Diaby pour qu'il réponde à ces questions-là. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez activer vos micros. Vous pouvez lever la main et après activer vos micros pour parler. Et n'hésitez pas de poser des questions. On est là, c'est un cadre ouvert de discussion entre nous. Et puis, je peux apprendre de vous comme vous pouvez apprendre de moi. Donc, c'est ça le bénéfice. Exactement, exactement. Donc, vous pouvez commencer à poser des questions. Hassan. Je peux? Oui, oui, Oui. bien sûr. Ok, bon, c'est Sidi qui parle, Sidi Conté, je suis membre du groupe et merci en tout cas à tous ceux qui ont pensé à cette idée. C'est vraiment une bonne idée et on espère vraiment en voir d'autres dans le futur. Et merci à M. Diaby aussi pour la présentation. C'est vraiment très, très, très clair et concis en tout cas. C'était pas trop long et facile à digérer. Cependant, ma question, moi, serait quelle est votre opinion par rapport à la productivité et au sommeil en tant que senior et un professionnel qui a de l'expérience sur le développement? Euh, quels sont en tout cas vos insights par rapport à la productivité d'un développeur, ou bien d'un software engineer en tout cas, et le sommeil? Merci. Oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci pour la question. C'est extrêmement important, la productivité, parce que
tous les, comment on dit encore là, on a développé des méthodes pour améliorer la productivité des développeurs. C'est très, très important. D'abord, au niveau professionnel, d'abord, si on veut améliorer sa propre productivité personnelle, c'est d'abord ce que j'avais dit, là, améliorer the continuous learning. Il faut continuer à apprendre pour ne pas aller à l'université apprendre des nouvelles, mais essayer d'apprendre en utilisant les vidéos de Udemy, Pluralsight et autres. Là, ça te permet d'améliorer tes niveaux et aussi regarder les vidéos sur YouTube. Et aussi apprendre dans le cadre général du développement. Mais la première des choses aussi, c'est que, bon, par exemple, si on veut être développeur, il faut choisir son domaine. Par exemple, si vous voulez développer avec C#, vous vous focussez sur C#. Si vous voulez développer en Java, vous focussez sur Java. Comme j'ai toujours dit à mes petits ici, je leur dis que, bon, vous savez, les syntaxes peuvent être différentes, mais le concept de base, c'est la même chose. Que vous avez appris le C#, VB.NET, Python, etc. Le concept de base, c'est la même chose. Si vous apprenez comment faire le loop en Visual Basic, par exemple, mais c'est le même concept de loop que vous avez en Java. Looping, that's the same concept you have in Java. That's the same concept you have in Python. So, personne ne vous expliquera qu'est-ce que loop veut dire. Looping, donc, vous focussez sur une seule langue de programmation. Vous essayez de maîtriser cela et ça te permettra si vous voulez apprendre d'autres, vous pouvez le faire. Donc, ça permet d'améliorer ta productivité. Ici, je crois que ça existe aussi au Sénégal. Vous avez beaucoup de compagnies aujourd'hui. Je m'excuse, je vais parler en anglais, mélanger les choses en anglais et français. Je crois que ça ne va pas poser de problème. Les compagnies, la plupart des compagnies aujourd'hui sont en train de changer leur méthode de développement, passer les méthodes traditionnelles aux méthodes agile. Vous allez être pratiquement dans le domaine financier, par exemple, dans toutes les banques aujourd'hui, tu verras que la priorité des priorités is the shift to agile. Everyone, par exemple, à Wells Fargo, ces derniers 5 ans, 6 ans, c'est ce que nous faisions. Le shift to agile. Everything is changing to agile, parce que ça permet non seulement d'améliorer la productivité des développeurs, mais aussi ça permet de contrôler, de contribuer et de voir la participation des uns et des autres dans le développement. Donc, en somme, donc, il faut continuer à se cultiver, apprendre dans les vidéos, et ça te permettra d'améliorer ta connaissance et puis aussi être productif et faire une grande contribution dans ton groupe. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a Pape Daouda. Donc, Pape Daouda Sok, vous pouvez activer votre micro et poser la question que vous avez, faire la contribution que vous avez. Bonjour à tout le monde. Je vous salue. J'espère que vous allez tous bien. Nous vous remercions d'abord pour cette opportunité que vous nous permettez d'avoir pour pouvoir discuter avec un expérimenté du domaine. Maintenant, moi, mon intervention serait une question ou une double question à M. Diaby. J'essaierai de demander, vous parliez tout à l'heure des barrières culturelles qui ne nous permettent pas de nous affecter. Comme ça se considère comme de l'arrogance dans notre pays, mais qu'autre part, ça se considère comme des valeurs. Il y a aussi ce qu'on appelle la barrière du langage, comme nous sommes dans un pays français aussi. Maintenant, quels seraient les meilleurs conseils qui vous seraient utiles si vous étiez au tout début de votre carrière et pour monter rapidement en puissance?
Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une question, tu vois, jolie, parce que moi-même, je suis passé dedans. Vous savez, ce que je dis, par exemple, au Sénégal, quelqu'un qui a le bac, il a l'anglais dormant. Vous comprenez l'anglais, mais vous ne parlez pas. Mais vous avez l'anglais dormant. Il suffit de le réveiller. Tous les frères qui sont venus au Sénégal ici, qui sont venus faire des études ici, c'est ce que je l'ai dit. J'ai dit que vous avez l'anglais dormant. Moi, je me rappelle, je suis venu ici, je ne parlais pas l'anglais, comme tout le monde, comme vous. Mais ce que je faisais, bon, comme je n'avais personne, j'écrivais l'anglais, j'écrivais et je donne ça par exemple, si c'est le boss driver, je lui donne. Et ils lisent et ils le comprennent. La plupart des Sénégalais, quand ils viennent aux États-Unis, ça leur prend peut-être 5-6 mois pour s'ajuster. C'est vrai qu'au début, bon, tu ne comprends rien, les gens parlent très vite, mais au fur et à mesure que vous êtes ici, vous allez commencer à parler rapidement. D'ailleurs, ça surprend beaucoup de gens qui viennent des pays anglophones. Ils se demandent comment les gens parlent l'anglais, surtout des Sénégalais. Ils disent, mais nous avons l'anglais dormant, parce qu'on a appris l'anglais depuis la 6e jusqu'en terminale, dans certains cas même jusqu'à l'université. Donc, ce qui fait que les gens ont l'anglais dormant. Et quand ils viennent aux États-Unis, à force d'essayer de parler l'anglais, c'est vrai que le parler devient un problème, mais vous allez vous forcer et puis ça passe dans 5-6 mois. Donc nous avons tous l'anglais. Ceux qui viennent du Sénégal, généralement, ils ont l'anglais dormant. OK? Et la deuxième, l'une des questions, vous parlez des problèmes culturels. Oui, il y a des problèmes culturels. Quand on arrive ici, il y a certaines choses que nous, par exemple, au Sénégal, sont considérées comme arrogants. D'ailleurs, moi-même, ça m'est arrivé, surtout à l'université. Bon, il y a un ami de la Tanzanie qui m'avait dit, hey Abou, ici, quand tu connais une chose, il faut leur dire que tu connais. Il faut leur dire, et puis, montrez-leur. Sinon, bon, ils vont penser que vous ne connaissez pas. Parce que surtout, tu viens de l'Afrique, on pense que nous venons du jour. Donc, et c'est très important. D'ailleurs, même certains professeurs ou bien certains surveillants vont te dire ça. Et il faut parler. Si tu as un problème, il faut dire aux gens ici. Quand tu ne parles pas de tes problèmes, les gens ne vont pas t'écouter. Ils vont penser que tu n'as pas de problème. Donc, il y a certainement des problèmes culturels, mais au fur et à mesure que vous entrez dans la société, vous restez ici, vous allez faire face à ces trucs-là et puis essayer de les surmonter un à un. Mais au début, oui, nous allons faire face à ces cultures-là, à ces problèmes culturels. J'espère que j'ai répondu les questions, quoi. Merci. Ok, donc on va passer la parole à Mme Cher Silla. Et activez votre Bonsoir. micro. D'accord, merci Ibrahima. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Moussa Diaby. Merci aussi pour cette masterclass qui nous permet aussi de parler sur le bien-être. Bon, moi, ma question c'est orientée donc sur comment faire pour avoir l'équilibrage entre le travail, la charge familiale et les loisirs. Tantôt, je vous ai entendu parler du sport, les activités hors professionnelles, je veux dire, les loisirs, résumé. Comment faire pour avoir cet équilibre-là entre l'espace de travail et le temps consacré aux activités externes. Voilà, parce qu'actuellement, nous qui sommes ici, bon peut-être c'est valable pour tout le monde, hein. Bon, mais ici, avec le rythme à Dakar, donc c'est compliqué de trouver peut-être un créneau pour pouvoir faire toutes ces activités-là. Donc, comment vous avez fait pour réussir à peut-être maintenir cet équilibrage entre ces deux trucs-là? Ouais. Vous avez parfaitement raison. Moi-même, j'ai 4 enfants. Ça pose énormément de problèmes. Lorsque j'étais, au moment où j'étais célibataire, c'était plus facile. Mais maintenant, c'est compliqué avec la famille, le travail. Et
et d'autres choses. Donc, il faut, dans un premier temps, il faut se créer une discipline. Si vous faites, par exemple, quand vous étiez, si vous êtes célibataire ou en tout cas, quand vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, vous pouvez le faire. Vous faisiez le basket, vous faites le football, vous faites. Non, à un certain moment, tu ne peux pas suivre tous ces trucs-là. Il faut se développer une habit. Donc, pour moi, ce que j'ai fait, j'ai éliminé pas mal de choses. Même le football, je l'ai éliminé parce que, bon, non seulement c'est pas le temps, mais aussi il y a un danger là-dessus. Maintenant, j'ai développé mes trucs à la course. Je vais courir. Comment je l'ai fait? Bon, donc, j'ai pris le calendrier. Donc, dire que réserver 3 jours dans la semaine. Après le travail ou avant le travail, aller faire, mais quel que soit X, il faut que j'aille faire mon sport. Par exemple, j'aime le sport du matin. Parce que ça te permet de donner vraiment, ça te permet d'être actif et productif pendant toute la journée. Donc le matin de bonne heure, après la prière du matin, je vais directement au gym. Donc, je passe peut-être 1 heure de temps là-bas et à faire le treadmill et puis aussi quelques activités de soulever les trucs, les poids et autres. Donc, avant de revenir à la maison et aller au travail. Donc, ça, par exemple, je le fais pratiquement tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Et puis, il y a aussi des jours où je voulais faire une course longue, par exemple, aller pour 4 km ou plus. Ça, je fais le soir. Donc, je prends 1 jour dans la semaine ou 2 jours dans la semaine. Je vais courir, faire c'est long distance running, et then je reviens à la maison. Donc, il faut se développer une discipline. C'est pas facile du tout. Hein. Vous parlez du Sénégal. Bon, Sénégal, ça va. Quand vous allez venir à l'étranger, par exemple dans les pays développés, les pays occidentaux, là, l'un des paramètres dans la famille, tu n'as personne. Il n'y a pas de, comme on dit, au Sénégal, on a des bonnes, on a des parents qui t'aident à garder les enfants. Tu n'as pas ça. C'est à toi de le faire. Donc, tu trouves une combinaison avec la femme. La femme travaille, tu travailles. Donc, quand la femme travaille, tu es avec les enfants. Quand tu es au travail, la femme est avec les enfants. Ou bien, si tu as la capacité de payer une garderie, tu le fais. Donc, c'est ça, c'est vraiment un paramètre extrêmement difficile à maîtriser, mais il faut se créer une discipline. Il faut regarder, tu prends ton emploi du temps. Tu regardes, tu te dis, parce que c'est aussi important. Je vous le dis, par exemple, ici aux États-Unis, dans notre activité ici, les programmeurs, là, les gens qui travaillent avec, dans le IT en général, nous sommes, la plupart des gens développent rapidement comment on dit encore là, diabetes and high blood pressure, ces maladies qui sont liées à l'inactivité. Il y a beaucoup de gens qui le développent facilement parce que, bon, 8 heures de temps, tu es sur place. Donc, il est extrêmement important de joindre une activité physique à ça. Donc, quand vous travaillez pendant 8 heures de temps, il faut aller faire du sport. Ou bien pendant le travail, si vous pouvez faire chaque 1 heure de temps, par exemple, Wells Fargo, ce qu'il requiert, par exemple, chaque 1 heure de temps, il faut se soulever, marcher un peu et puis revenir s'asseoir. Parce qu'on voit que aussi ça impacte la santé et puis la productivité des travailleurs. Donc, en gros, c'est ça. Donc, il faut se créer une discipline. Regardez, prends ton calendrier, essaie de voir, réserver 1, 2, 3 jours dans la semaine qui sont peut-être 1 heure ou 2 heures de temps que vous allez faire une activité physique et stick on it. Stick on it. Généralement, bon, nos parents ne prennent pas ça au sérieux, hein, surtout nos femmes, ils vont mais ça,
you know, you stick on it. You just, this is the time I have to go. Et si quelqu'un veut venir vous rencontrer, tu lui dis non, j'ai pas le temps. Ça, tu le bloques au sport. Quand ça arrive, tu vas. C'est comme ça que la persévérance, et puis ça revient, ça va venir. Voilà, donc dans ce cadre, c'est ce que je pouvais vous dire. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Ok, donc ce sera à John Abdou. Tu peux activer ton micro. Allô? Alors Donc, oui. bonjour à tout le monde. Merci pour cette belle initiative. Merci, Dr Djabi, pour la belle présentation. En fait, moi, j'avais une question concernant le développement professionnel. Je voulais d'abord vous partager ma vision et donc, puis voir votre avis là-dessus. Ok. Moi, je voudrais juste savoir vraiment, selon vous, pour un parcours d'un software engineer, c'est quoi le but ultime du développement professionnel? Si je prends mon cas, les 15 dernières années, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment, voilà, toujours apprendre les dernières technologies. Je suis passé de Ajax à .NET et la finalité, je me suis rendu compte que je servais toujours à mon employeur. C'est-à-dire, le first goal, c'était toujours de se rendre expert, d'être à l'aise dans un environnement de travail, de pouvoir toujours prendre le lead par rapport à ses collègues, de travailler sur des projets innovants. C'était bien, on gagne bien sa vie. Mais au bout de certains temps, vous qui travaillez dans les applications financières, vous avez compris que souvent, c'est des applications legacy parce qu'une fois que c'est sécurisé, on alloue peu de budget sur l'innovation. Ça arrive souvent. Et ce qui Ouais. fait que la plupart des développeurs, ils sont un peu, je ne sais pas, délaissés à réfléchir, à chercher d'autres choses. Moi, ça m'est arrivé au moins 4-5 fois et j'ai compris que finalement, que le but ultime, ce n'était pas de se gaver de bouquins, comprendre tout sur le .NET, l'architecture, microservices, etc., pour aller servir son employeur. Donc, moi, je me suis fait un autre planning, j'ai changé de fusil d'épaule. Et ce que je fais depuis 4 ans, c'est j'ai des projets personnels. Et c'est ça qui me pousse maintenant à apprendre davantage. J'ai compris, en tout cas, moi, ma vision, c'est que je ne développe pas mes compétences techniques pour toujours servir mon employeur. À 90%, c'est vraiment pour pouvoir maintenant me mettre à la contribution de projets personnels. J'en parle avec mes amis. Et depuis un bon moment, je trouve plus d'épanouissement à aller apprendre encore. C'est vraiment pour moi le résumé de l'expression joindre l'utile à l'agréable. Et ce qui fait que finalement, je pense que toutes les personnes qui pensent, en tout cas c'est ma vision, toutes les personnes qui pensent que aller chercher les certificats techniques, aller encore dévorer les bouquins sur Amazon, etc., juste pour trouver un poste, ce n'est pas vraiment un objectif de vie pour un software engineering parce que je pense que le métier de software engineering est un peu différent des autres métiers dans la mesure où c'est pas comme des sciences exactes, c'est-à-dire ça laisse beaucoup de place à la créativité, à l'innovation. Absolument. Et donc, du coup, c'est pas comme la comptabilité où tout est déjà carré. Donc là, on fait juste que suivre les procédures, puis là, après, on sort les résultats annuels. Et donc, ça demande un peu, par exemple, la comptabilité, ça demande un peu d'ardeur, de la concentration. On est expert sur ce qu'on fait, puis on répète la même chose. La façon par laquelle on applique la comptabilité d'une entreprise à une autre, elle ne change pas. Par contre, le développeur, le software engineering, les technologies, la science, c'est quelque chose qui ne doit pas être un peu compartimenté. Et ce qui fait qu'il y a des génies que j'ai connus, ils ont eu, je ne dirais pas c'est une malchance, mais ils ont eu peut-être, c'est pas à un certain moment de leur vie, un parcours où ils étaient vraiment au service d'une grande entreprise. Et au bout de 5 ans, c'était la désillusion parce qu'ils se levaient le matin, ils se disent, moi, pourquoi je vais travailler? Il y avait la démotivation et j'ai compris par cela que parce que l'être humain, quand il est doté de compétences qu'il n'utilise pas, ça peut même pousser un peu à un début de dépression. Et moi, en tout cas, ma vision claire pour moi, c'est que s'investir dans le développement professionnel, améliorer ses compétences,
Pour moi, le but ultime, c'est pas de servir l'employeur. Après, je voudrais savoir, vous, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Non, vous avez parfaitement raison. Vous voyez, la plupart des, des développeurs que je connais ici, nous tous, nous avons notre petite entreprise à côté où tu fais la consultance pour te maintenir dans la motivation. Vous avez parfaitement raison quand vous dites que dans beaucoup d'entreprises, les choses ne changent pas rapidement. Oui, par exemple, dans les compagnies que j'ai travaillé, les gens ont toujours le mainframe, les technologies des années 70. Et dans certains cas aussi, j'ai vu, même dans Wells Fargo, les softwares qui sont écrits et design, ça fait peut-être 20 ans. Et comme ça marche, on ne change pas. Donc, on le laisse. Vous avez parfaitement raison dans ce domaine. Et dans ce contexte, pourquoi on va améliorer ses compétences? Vous savez, les développeurs, nous avons différentes perspectives. Il y a certains qui sont des entrepreneurs, il y a d'autres qui ne le sont pas. Je peux dire que beaucoup d'entre nous sont entrepreneurs. Essayer de développer son software, parce que tous les softwares aujourd'hui qui sont très populaires comme ça, c'est des entreprises personnelles. C'est après que, il y a beaucoup de gens que vous voyez les GitHub, les trucs là, c'est quelqu'un qui travaille pour une compagnie X et il a son petit truc à côté. Et au fur et à mesure, il développe ce software-là. Et puis, généralement, ils viennent d'abord avec open source. Et puis, ça devient quelque chose que tout le monde aime. Et puis, il fait les dossiers nécessaires pour assurer la patente. Et puis, voilà. Donc, la plupart d'entre nous sont des entrepreneurs. Malheureusement, c'est le système d'études que nous avons, par exemple, au Sénégal, on ne forme pas des entrepreneurs. On forme des gens qui vont travailler dans un endroit et puis sont fusés dedans. Et puis ça aussi, ça peut s'expliquer par le manque de perspective généralement. Mais ici, je peux vous dire que j'ai travaillé avec la plupart de mes amis nous avons tous notre petite entreprise qui nous permet de travailler après le travail, qui essaie de développer, essaie de trouver une imagination. C'est vrai que le développement, c'est la créativité. It is about the creativity. So, beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nous avons tous les gens que je connais, tous les développeurs que je connais ici, avec qui je travaille, tout le monde a une petite entreprise, une petite quelque chose où il travaille, ça lui permet de maintenir la motivation. Vous avez parfaitement raison. La perspective, c'est pas si on veut devenir riche, excusez-moi du terme, mais c'est que c'est pas avec l'entreprise, c'est les choix personnels, où il faut être entrepreneur. Et là, vous avez parfaitement raison. Bon, ça dépend aussi des pays, ça dépend des contextes. Ici, vous allez voir la plupart de ces boss qu'on parle, ils ont commencé à travailler quelque part, mais ils ont une vision à côté. Ils ont leur propre entreprise, leur petite entreprise là où après le travail ou avant le travail ou les week-ends, c'est là où ils vont explorer les choses. Et quand ça devient quelque chose de solide, mais ils quittent le travail. D'accord. Yeah. Donc, vous avez bien, vous avez parfaitement raison. Hein. I'm not disagreeing with what you said, but that's true. Okay. Merci beaucoup pour votre avis. Okay. Right. Ok, super. Donc, on passe la parole à Omar Gay. Omar, tu peux activer ton micro. Omar, on t'entend pas. Omar?
Donc, Omar, je pense qu'il a un problème de micro. Mais Est-ce que vous certainement, ouais. l'entendez? Ok, oui. Ok. Donc, on va passer sur Hassan. Donc, le temps que Omar essaie de régler son problème de micro. Donc, Hassan, tu peux Euh, activer ton micro. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. Parce que j'avais quelques problèmes de micro. Merci beaucoup Ibrahima et merci beaucoup Monsieur Diaby pour votre présentation. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de conseils et ça me rappelle en fait les choix que j'ai eu à faire. Il y a quelque chose, avant de poser ma question, c'est juste pour apporter mon apport par rapport à John, ce qu'il a dit. Et ce que j'ai appris que quelqu'un m'a dit, en fait, tu n'es pas ton travail. Il faut savoir faire la distinction entre soi-même et ton travail. Le rôle d'une entreprise a des objectifs. Il faut toujours le comprendre. Et que par rapport à ces objectifs, elle va s'aligner par rapport à cela. Mais toi aussi, tu as le droit d'avoir tes propres objectifs. C'est assez rare de rencontrer une entreprise où on pourrait s'épanouir à 100%. C'est assez rare et chaque développeur est différent. Ou quand on entre dans une boîte, par exemple, moi actuellement, je suis à Accenture, tu découvres différents types de développeurs. Il y a des devs, ils n'ont aucun amour pour leur travail, ils viennent, ils font leur code qu'on les a demandé, ils pushent, ça passe et fini. Il y a d'autres qui décident d'aller plus loin, ils veulent découvrir, tester des choses, etc. Ça dépendra maintenant dans quelle équipe tu as. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'intégrer un projet où c'est possible. On organise des dojos, des katas, on fait du TDD ensemble, on fait pas mal d'activités. Mais quand on est dans la même entreprise, quand vous allez dans d'autres projets, ils n'ont pas du tout ça. Ce qu'on te demande, écris ton code push, on valide et c'est fini. Maintenant, il faut savoir, quand tu comprends que tu n'es pas ton travail, comme M. Diaby l'a souligné, tu crées ta boîte et tu fais des activités à côté, tout simplement. Tu te développes pour toi-même. Moi, par exemple, quand on me définit en termes de métier, je dis oui, je suis développeur .NET, etc. Ça ne veut pas dire que je fais que du .NET. À côté, je peux coder en Python, je peux faire du Go par plaisir ou du Rust. Mais quand on me dit présentant en tant que professionnel, je vais dire, je suis un développeur React.NET et Azure. C'est ça que je vais te présenter en tant que professionnel. Mais en background, j'ai d'autres compétences qui sont là. Et c'est quelqu'un qui me l'a dit, en fait, et c'est là que j'ai compris que je devais faire la distinction entre moi et mon travail. Maintenant, moi, ma question, c'est par rapport à M. Diaby. C'était pour savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire un doctorat en business and administration, parce que c'est un domaine qui commence à m'intéresser. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé et quel fut l'apport d'avoir fait cela. OK. Merci. Oui, d'accord. Bon, d'abord, attends, vous avez parlé des types de développeurs. Je suis parfaitement d'accord. On a deux types de développeurs. OK? On a des développeurs qui sont dedicated to a business, a particular business. There are developers that are consultants. So if you want to have a variety of skills, you need to be a consultant. So the consultant has a limited duration in the company. So you can have a 3 months, 1 year, or 2 years contract. So as you change from one company to another company, you will acquire better skills in a variety of the domain. So you can be developing Python here and go develop a C# there. That was even my own case. J'ai travaillé, comme j'ai dit ici, j'étais consultant pendant plus de 6 ans, 7 ans. Donc, j'ai travaillé dans tellement de compagnies et chaque compagnie a ses logiciels. Donc, je suis obligé d'apprendre ce qu'ils ont fait et puis et développer mes compétences dans ce domaine. Donc, c'est ça. L'autre, là, le deuxième, c'est que quelqu'un, il y a ces gens de personnes, c'est pas seulement dans le développement, des gens qui vont dans une compagnie et ils restent là-bas. Donc, ce qui les intéresse aujourd'hui, quand le travail, c'est j'ai vu des gens, par exemple, à Wells Fargo, le travail, c'est, par exemple,
the Swift, the ACH implementation, like ceux qui font les quand vous faites les payments, c'est le payment system. ACH is a type of payment. So la personne, c'est ça ce qu'il fait. You know, he developed an API, and that API he maintained that API for years. That's he doesn't care. That's what he want to do. So it's actually, that is another type of developers. And you have other developers that they want to progress. They want to have their own stuff. Donc ça, ça a été toujours, ça existe et c'est comme ça. Bon, la deuxième chose que vous avez parlé, pourquoi j'ai fait un doctorat en business administration. Vous savez, bon, moi d'abord, j'ai fait économie au Sénégal. Donc, j'ai fait les études économiques. J'étais toujours intéressé dans le domaine de l'administration. J'ai voulu d'ailleurs, je disais que j'allais faire business administration aux États-Unis, mais la réalité c'est que informatique était mieux pour moi. Mais vous voyez cette tendance ici, pour venir à ce sujet, vous voyez les tendances ici aux États-Unis. Les ingénieurs, après avoir travaillé pendant un certain nombre de temps, ils vont retourner pour faire le MBA, pour apprendre les business administration. Parce que en tant qu'ingénieur, tu sais, you can build your application, tu peux faire tous les trucs, mais pour apprendre les notions générales de gestion, de management, you go to, tu vas apprendre, tu vas faire le MBA. Donc, quand tu reviens, parce que tout un chacun sait que nous voulons progresser, par exemple, dans le travail. Tu veux devenir manager, tu veux devenir CEO, tu veux devenir, Chief Technology Officer, CTO. Ça, généralement, même, c'est vrai que you deal with people, you deal with technology, but as a manager, you deal with people. You're going to be managing people who deal with technology. So for you to learn how to manage those people, because managing people is quite different from managing applications. It is impossible just to manage applications. I haven't seen anyone, even the product managers, they end up managing people. So the managing people is more complex. So for you to understand and be comfortable, many of the people go back to university and have MBA. So ça leur donne the leadership skills, the capacity to manage people, the capacity to... parce que c'est l'erreur qu'on fait, par exemple, au Sénégal. Vous voyez, on prend des os, par exemple, comme il est docteur, on le met directeur d'un hôpital. S'il est ingénieur agronome, on le met directeur de la SAED. You know? Mais oui, je ne suis pas contre, mais le docteur, il n'a pas nécessairement les qualités de manager. Donc, c'est quelqu'un qui a fait la gestion, et qui a fait le management, qui est à mesure de gérer les gens. Donc, c'est ça la particularité. C'est pour cela que vous verrez ici beaucoup d'ingénieurs, ils retournent à l'université pour avoir le MBA, pour avoir, pour être, gestionnaire, quelque part, pour même dans leur team, dans leur compagnie, pour progresser dans leur compagnie et avoir la capacité de gérer les teams. Parce que la gestion des teams, c'est pas facile. Par exemple, chez nous ici, on gère des gens qui sont de différentes cultures. Des Indiens particulièrement. Chaque team que tu auras, certainement il y aura des Indiens, il y aura des Philippins, il y aura d'autres personnes. Donc, c'est vraiment une gestion complexe des individus, des cultures différentes. Donc, il faut aller apprendre au niveau de l'université, puis tu reviens pour exercer cela. C'est ce que beaucoup de personnes font. Voilà, donc c'est ce que j'ai apporté pour cette question. C'est pour cela que moi, je suis parti faire le DBA. Ouais.
Effectivement. C'est ce que je voudrais faire en MBA plutôt. C'est vers cette voie que je veux m'orienter aussi. Merci beaucoup. Parce que moi, j'ai eu le master au Sénégal. J'ai eu la maîtrise et puis j'ai commencé le DA là-bas. Je suis venu ici, j'ai fait un autre master en Management Information System. Donc, je ne veux pas retourner aller faire un master of Business Administration. Donc, je suis directement parti faire le DBA. Mais la plupart des ingénieurs aujourd'hui, ici aux États-Unis, d'ailleurs, quand vous allez les cours du soir en général, c'est des professionnels qui reviennent faire, par exemple, les MBA parce qu'ils veulent aller gérer des groupes, des personnes, peut-être même la compagnie itself. Donc, c'est la raison pour laquelle ils retournent à l'université apprendre un peu. Bon. Ici, le MBA, dans la plupart des écoles aussi, c'est professionnel. Hein? J'ai vu, par exemple, je peux faire la comparaison entre ce que nous avons au Sénégal et puis ici. Tu sais, au Sénégal, par exemple, à l'université, le focus est plutôt théorique. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pour les professionnels, ce qui les intéresse, c'est la partie pratique. Donc, quand ils reviennent, c'est des professionnels, ils veulent améliorer leurs compétences professionnelles. Peut-être la théorie peut ajouter un peu, mais il faut pas, le MBA n'est pas du tout théorique. C'est plutôt professionnel. Voilà. Ok. Ibrahim, c'est ça que j'ai. Ouais. Ok, d'accord. Donc, on a une question ici au niveau du chat. Donc, il y a Omar Gaï qui demande à savoir quelles sont les meilleures stratégies pour se fixer des objectifs professionnels ambitieux et réalistes. Vous avez ça ici. Oh, yeah, ok. J'ai des problèmes de micro. Ok. Quelles sont les meilleures stratégies pour se fixer des objectifs professionnels ambitieux mais réalistes? Oui, écoutez, c'est pour cela on parle j'ai émis l'idée de parler l'idée de focuser sur ton entreprise. Parce que, bon, plus tu évolues dans ton entreprise, mieux tu vois les opportunités ouvrir. Et ça peut être à l'intérieur de cette cette compagnie ou bien à l'extérieur. Donc, les objectifs professionnels, c'est qu'il faut regarder ce que ta compagnie cherche. Par exemple, vous pouvez améliorer vos niveaux en préparant les certifications. D'ailleurs, préparer les certifications, ça te permet ici, par exemple, aux États-Unis, ils donnent beaucoup d'importance à ces certifications parce que ce qu'on donne, c'est plutôt les choses professionnelles, ce qui se passe sur le champ. Donc, ce que beaucoup de compagnies sont en train de faire. Donc, c'est pour cela qu'on donne beaucoup d'importance sur ces certifications. Donc, là, il n'y a pas une déduction complète, dire que quelqu'un qui a certification, il est capable. Non, ce n'est pas évident. Mais on peut se dire que généralement, ceux qui ont les certifications, ils sont calés dans ce domaine-là. Donc, c'est pour cela les gens apprécient d'avoir les certifications et puis ça te permet d'améliorer. Donc, d'abord, il faut, pour aller quelque part, il faut savoir où on va. Si on ne sait pas où on va, on ne peut jamais arriver. Donc, d'abord, tu te fixes tes objectifs. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous voulez parce que dans le chemin du développeur, il y a beaucoup de routes, mais il y a deux routes essentielles. Il y a ceux qui vont devenir des managers, people managers. Il y a d'autres qui veulent devenir des architectes. So you have to choose. Do you want to be a people manager or you want to be an architect? So let's say you want to be a people manager. That's why some people go back to get the MBA so they can improve the leadership skill in that domain. So if you want to become architect,
So you're going to have to especially pursue those certification and learn about the domain you want to be you want to have your expertise. For example, if you want to be a .NET architect, you have to learn the .NET. You have to learn the .NET tools, the Visual Studio, the C#, VB.NET, the how to architect those applications. And so you can, work with many of those applications. So you will be able to, c'est comme si vous voulez construire une maison. You need to hire an architect. C'est quelqu'un qui va être à mesure de... tu ne peux pas être un architecte si tu ne connais pas le domaine. Donc, il faut vraiment avoir une grande expertise dans ce domaine-là pour que tu deviennes architecte. Donc, c'est ça, généralement, les deux branches. If you want to be a people manager, you can take the managing route. Or if you want to become architect, you can be the architect. Because as a developer, tu vas être développeur pendant un temps donné. Mais après, you can become a developer lead, then you have to see if you become a principal developer. You become at that point you are just even stuck. When you become a principal developer, you're done. So here is the two routes. So either you are a people manager, or you want to be a technical manager or technical route. So the technical route that's what's going to give you the lead engineer, the lead engineer, principal engineer. So you can be a lead architect, principal architect. So these are the three things. I can say even the three. You have a people manager, you have a lead developer or architect. So something like that, or lead architect. So something like that. So c'est à toi de déterminer la direction d'abord, où vous voulez aller. Quelles sont tes compétences? Vous voulez devenir manager? Vous cherchez des choses pour y arriver. C'est ce que je pourrais dire en ce moment. Donc, il faut d'abord déterminer là où vous voulez aller, la direction. Ok, d'accord. Il a ajouté une autre question demandant des conseils comme étant un étudiant qui est en administration de base de données, mais qui a des ambitions aussi pour devenir développeur full stack. Yeah. So, c'est au Sénégal, par exemple, que je vois, tu dois faire les bacs scientifiques pour aller en médecine, pour aller en économie. Mais aux États-Unis ici, les Sénégalais sont venus ici avec le bac littéraire, mais ils ont fait la médecine. Tu vois, d'ailleurs, le bac A du Sénégal, les gens, leur niveau de mathématiques est mieux que certains Américains ici qui font la technique. Donc, c'est vraiment, ça dépend de qui. Vous faites en administration, vous voulez devenir développeur, il faut apprendre, comme je l'ai dit au début ici, il faut apprendre une langue. C#, VB.NET, Python, Java. So, tu te dis que je veux apprendre Java. Vous prenez votre temps, vous apprenez très bien Java. Comment coder in Java, chercher les tools qui te permettront de développer et allez vous inscrire, par exemple, dans à Coursera, comme j'ai dit, Coursera ou bien Pluralsight, Udemy. Vous avez beaucoup de possibilités de cours en ligne de Coursera, Udemy, Pluralsight. So it comes from the basic people who have absolutely not exposed to the programming, to the expert. So vous allez prendre ces cours en ligne, mais il faut vraiment, vous avez deux choix là-bas. Si vous pouvez le faire à toi-même, par exemple, j'ai vu des gens ici qui se développent. Les Américains, en général, là, vous voyez quelqu'un, il a tout simplement le bac, mais, il se développe lui-même.
c'est des gens extrêmement calés aussi. Tu vois. Ou bien vous allez dans un cadre de l'université, une université qui donne des cours dans ce domaine, bon, vous allez apprendre là-bas. Ça aussi, c'est une méthode. Mais ça même, ce n'est même pas suffisant. Vous êtes obligé de regarder les cours en ligne. Donc, c'est comme ça que c'est ça que je pouvais vous dire. Go ahead, Ibrahim. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois plus de personnes qui... Yeah, go ahead. Est-ce que, John Abdou, est-ce que tu as autre chose à ajouter ou bien? Non, c'est bon pour moi. OK. OK. Donc moi, je vais juste faire une petite contribution. Après, je poserai des questions. Alors, juste du côté du sujet, côté professionnel, dans le cas où vous parlez d'une formation continue, aussi des développements des techniques, je prends le cas parce que moi, j'étais à l'université, donc j'ai développé des compétences techniques sans même avoir des contrats ou bien de travailler dans des entreprises. Même après avoir fini les études à l'université, je m'étais dit que bon, je me suis juste concentré sur l'apprentissage continu, tout en me concentrant sur des recherches. J'avais loué une chambre donc, où j'étais seul là-bas. J'ai passé presque 6 mois dans lesquels donc, je travaillais sur des projets personnels juste pour augmenter mes compétences. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après avoir fini cette période, que j'ai commencé à côtoyer les entreprises. Mais au départ, je m'étais juste focalisé sur le fait d'avoir des compétences nécessaires qui me permettront de pouvoir évoluer très vite ou bien de pouvoir vite évoluer dans les entreprises, mais aussi personnellement de pouvoir gagner une compétence solide. Comme l'a dit tout à l'heure John Abdou. Donc, parfois, quand on est développeur, on ne doit pas être seulement passionné par le fait de travailler dans les entreprises, mais aussi on doit aussi être passionné par le fait de travailler pour soi-même, mais aussi le fait de développer quelque chose qui peut avoir un apport positif au niveau social que d'autres domaines. Donc, raison pour laquelle donc, moi, je me suis toujours essayé de m'améliorer sur ça et de continuer à faire des recherches. Donc, c'est ça qui nous a nous a poussé aussi à créer des communautés comme ça qui regroupent des gens qui vont échanger sur ce domaine. Maintenant, moi, ma question, c'est, je voulais juste avoir votre avis par rapport, par rapport à notre évolution, vu qu'actuellement, il y a, vu qu'actuellement, donc le monde est devenu un univers qui est tellement relié, de telle sorte que tu peux être au Sénégal, avoir des opportunités ailleurs, aux États-Unis, en France ou d'autres pays. Maintenant, j'ai vu que même au Sénégal, nous, on est un peu en retard sur ça. Bon, il y a les pays qui sont beaucoup plus avancés au niveau de l'Afrique, ce sont Kenya, Nigeria, qui sont beaucoup plus avancés sur ça. Donc, je dirais, nous, en tant que des passionnés de la technologie ici au Sénégal, comment on pouvait faire pour vraiment essayer d'être au diapason ou bien essayer de pouvoir concurrencer les autres et d'avoir des opportunités qui sont actuellement qui sont actuellement demandées. Ouais. La première barrière qui saute à mes yeux, c'est l'anglais. Exact. Ouais. C'est l'anglais. You know, le français ne mène nulle part. I'm sorry, moi-même, je suis un francophone. Tout le monde ici aux États-Unis que je connais, ils savent, et c'est ça que je mets en avant. Je suis un francophone. Je suis content en parlant français. Mais c'est une barrière pour nous. Apprenez l'anglais. Comme je l'ai dit au début, nous avons tous une base en anglais au Sénégal. Là, je ne sais pas l'éducation maintenant parce que j'ai quitté le Sénégal, ça fait un bout de temps. Mais
ma génération, le lycée, ce que nous avons appris. Moi, je suis venu aux États-Unis ici. J'ai pas fait l'anglais comment on appelle encore le British Council ou l'American. J'ai pas fait là-bas. L'anglais, je l'ai appris à l'école comme tout le monde. Et je suis venu ici aux États-Unis, c'est vrai, au début, j'ai eu des problèmes pour parler, mais au fur et à mesure, je me suis surmonté. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, même mon français n'est pas bon, c'est à cause de l'anglais. Donc, c'est notre première barrière. Si vous taclez l'anglais, vous vous exposez au reste du monde. Je travaille, vous avez parfaitement raison, le monde est un enclos, je sais pas, je travaille tous les jours avec les Indiens. Tous les jours. Je me réveille à notre heure ici, à 6 heures du matin, jusqu'à pratiquement 10 heures, je suis de réunion en réunion avec les Indiens. Donc, c'est très normal. Donc, le problème, les Sénégalais, ils ont la compétence. Les Sénégalais, ils ont la compétence. C'est pas parce que je suis Sénégalais, je dis ça. On a la compétence. On a les connaissances. Le système scolaire n'est pas mauvais. Comme, ce que les gens disent, tu sais, les Blancs viennent, ils nous disent que vous n'avez pas la compétence. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Sénégalais qui vont dans l'école publique jusqu'à l'université, ils ont une connaissance. Ils ont une connaissance. Moi, je prends l'exemple de moi-même. Je n'ai pas appris quelque part, j'ai appris au Sénégal. Je suis venu ici aux États-Unis, je suis parti dans les universités. J'ai trouvé que ce que nous avons appris, c'est ce qu'ils ont appris. Les gars, ils vont en France, ils nous disent que au Sénégal, les Sénégalais n'ont pas de niveau. C'est ce qu'on m'a dit au Sénégal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai reçu des jeunes Sénégalais ici qui sont venus, qui sont passés par l'université de Dakar ou bien les universités régionales, mais ils sont venus ici, ils ont réussi. Ils ont réussi. Donc, il ne faut pas qu'on se sous-estime. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal que je vois nos propres frères, ils vont étudier en France ce que vous avez étudié, et puis ils viennent et vous disent que ouais, vous n'avez pas le niveau. C'est faux. C'est faux. Ce qu'ils ont appris là-bas, c'est ce qu'on a appris là-bas, à l'université là-bas. C'est vrai qu'on a nos problèmes. Chaque pays a ses problèmes. Les États-Unis, ils ont leurs problèmes. Le Sénégal a ses problèmes. C'est vrai que les grèves sont des problèmes, c'est des grands problèmes. Je vois. Mais nous dire qu'on n'a pas les compétences, c'est pas vrai. L'anglais, il faut tacler l'anglais. Vous comprenez, si vous parlez l'anglais, vous allez vous réduire, vous allez vous rendre service, un grand service. Et deuxièmement, j'ai vu vos interventions dans LinkedIn, mais c'est ce que nous faisons ici aussi. Il n'y a qu'une différence. J'ai vu Ibrahim, c'est Ibrahim, l'autre là qui parle de... C'était quel subject encore là? Mais c'est ce que nous faisons ici. C'est ce que nous faisons ici. Et si le bagage intellectuel est là. C'est peut-être la langue. Et c'est parce que, c'est vrai que si vous travaillez dans les compagnies là, vous n'allez pas parler de français. Vous n'allez pas parler de français, c'est l'anglais. C'est l'anglais en général. Bon, pour la recherche de boulot, de job au niveau étranger, vous avez par exemple, LinkedIn est un exemple. Vous avez Indeed. La meilleure manière, c'est d'aller online. Bon, chercher le boulot, c'est comme faire des études. Il faut vraiment la persévérance. Si vous appliquez peut-être 1000 compagnies, vous allez peut-être une réponse de 1% si possible. Si vous êtes, if you are lucky. So you can have only 1%. So c'est pas de nature qu'on est noir, on est blanc. Parce qu'au début, même nous, on pensait à ça. Ici, quand tu appliques, il n'y a pas de réponse parce qu'on est noir. Non. Mais j'ai rencontré des blancs, ils me disent exactement la même chose. J'ai rencontré des Américains ici, ils me disent exactement la même chose. Hey, Abu, I apply, I've been applying since 6 months.
I have only one response, only one interview. Yeah, c'est comme ça, c'est la réalité. Mais si vous faites la persévérance, il faut avoir de la persévérance. Mais aussi, bon, nous sommes dans... les réseaux sont extrêmement importants. C'est pour cela que moi-même, j'ai intégré ce réseau-là. Ça permet à chacun d'entre nous de partager nos expériences. Donc, nous pouvons avoir des sujets pour développer comment on fait la recherche du job, comment on fait, surtout au niveau international, comment faire son résumé. Il faut faire son résumé en anglais. Le résumé, c'est le CV, hein, c'est le CV, le curriculum vitae. Il faut le faire en anglais. Il ne faut pas le faire en français. Si vous faites en français, vous êtes limité. Ou bien faire les deux versions. Il faut faire ça en anglais. Donc, si vraiment, parce que je ne dis pas pour minimiser le français, mais c'est parce que la plupart des compagnies sont situées soit aux États-Unis, en Angleterre, même ceux qui sont en Allemagne, ils parlent l'anglais. Au Japon, ils parlent l'anglais. En Chine, ils parlent l'anglais. Donc, il ne faut pas vous limiter au français. C'est la barrière, la plus grande barrière. Sinon, les connaissances, c'est la même chose. Les Indiens, ils sont, c'est pratiquement comme le Sénégal. Quand je parle avec eux, je dis, vous me rappelez de mon pays. Hein? Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. Ouais. Donc, c'était vraiment très intéressant et enrichissant. Donc c'est une très belle présentation avec beaucoup de ressources, mais aussi avec des explications très claires. Donc est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je pense qu'on va s'en arrêter là. Et on va vous donner un rendez-vous pour une prochaine session dans notre invité. Voilà. Mais de passage aussi, je voudrais vous donner un suivi par rapport à la dernière fois qu'on avait fait sur la mise en place d'une application des projets open source. On travaille tous ensemble dessus. Il y a Tidiane et Hassan qui travaillent sur un roadmap qu'on va suivre pour essayer de vraiment commencer à travailler avec les différentes personnes qui s'y adhèrent. Donc, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de travail, ils ont quand même beaucoup avancé sur ça. Donc, j'attends juste le retour pour qu'on puisse vous donner les updates nécessaires pour vraiment commencer à programmer les activités, et essayer de les dérouler step by step. Voilà. OK. Donc, c'était ça. S'il n'y a toujours pas d'intervention, donc on va s'en arrêter là. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir participé, d'avoir été présent ici dans cette réunion, dans ce webinaire. Ça a été un plaisir de vous avoir tous. Et merci beaucoup à M. Diaby qui nous a accordé sa disponibilité pour nous faire une présentation sur le développement et le bien-être. Bon, sachant que nous avons tous des problèmes sur ça, concernant à combiner le développement et le bien-être. Donc, je pense que ce webinaire nous aidera beaucoup à mieux s'améliorer et à mieux penser à notre bien-être tout en continuant à être performant dans nos interventions ou bien dans nos développements, dans notre domaine. Ok, Tidiane, je te laisse intervenir avant de couper le call. Merci Ibrahima, merci. Bonjour tout le monde. Un grand merci aussi au doyen Boudiaby. Ça fait très, 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 très important. Et ce sujet, c'est un sujet aussi important que ça. Merci Ibrahima aussi pour ce choix. Donc là, j'espère qu'on a tous noté ce qui a été dit ici.
Et je pense qu'il y a certains qui réclamaient les diapos. Donc, peut-être ça va aider pour le suivi. Ouais. Et donc, ouais, si c'est possible. Donc, Ouais, on peut avoir une discussion sur ça, sur, par exemple, les jobs. Je sais que, bon, on peut développer le thème et puis essayer de... parce que c'est très important, spécialement quand on connaît notre pays, avec les problèmes de boulot qui existent un peu partout. Mais on peut développer, Ibrahim, on peut faire un sujet sur ça, bien préparé, essayer de voir dans quel contexte, on peut faire la présentation et puis avoir les discussions sur ça. Chacun peut avoir ses idées sur ce domaine et puis essayer d'aider les uns et les autres, quoi. D'accord, ça marche. Ok. D'accord. Donc, ok, merci. Donc, merci pour ça. J'espère que Ibrahim dit vous allez maintenant bien dormir et faire de l'activité physique également, car c'est très important. Oui, je vais aller à la salle après vers 18h. Ouais. C'est très important, il faut le faire. Hein? Ok. Donc, monsieur Diaby, juste sur un truc, il y a certains qui demandent si vous pouvez envoyer le document de la présentation. Oh, yeah, sure. Si c'est possible, sure. ce serait top. Yes, ok, top. I will. Okay. Ok, cool. Donc, je vais arrêter. Donc, merci beaucoup à tous. Donc,